Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on reprend le format des instincts de survie avec ce fameux challenge truand solo difficile que je vous propose avec l'investigateur de la campagne à jouer et ce fameux pool de cartes cumulatifs. On part de la nuit des zélatrices avec la boîte de base revisitée et les 5 starter decks et on fait ça dans l'ordre des parutions. Comme d'habitude, 3 temps, l'investigateur, le deck et les améliorations potentielles pendant la campagne puisque j'enregistre cette vidéo avant d'avoir joué la campagne. Évidemment, après ce kit, c'est le tour de s'attaquer à Jenny Barnes, la truand de la boîte de Dunwich. Petite précision évidemment, à l'époque de l'apparition de Dunwich, les tabous n'étaient pas encore sortis, donc je jouerai encore une fois sans tabou. Donc Jenny Barnes, c'est une truand la dilettante qui a une statline de 3 partout, avec 8 points de vie et 7 points de santé mentale. Sa capacité fort simple, collecter une ressource supplémentaire à chaque phase d'entretien. Et son Elder Sign, fort simple aussi, plus 1 pour chaque ressource que vous possédez. Son deck building respecte celui de tous les investigateurs de Dunwich, c'est-à-dire les cartes de sa classe de niveau 0 à 5 et 5 cartes hors classe, c'est-à-dire 5 cartes prises parmi les classes gardien, chercheur, mystique, survivant, et évidemment on a les cartes neutres de niveau 0 à 5. Rapidement sur Jenny et sur les investigateurs de Dunwich de façon plus globale, ils ont globalement tous un point de vie ou un point, en tout cas une somme de points de vie et de points de santé mentale supérieure aux autres investigateurs puisqu'ils ont un total de 15 et de non pas 14. C'était soi-disant pour un peu contrebalancer un deck building un peu restreint, avec juste 5 cartes en dehors de leur classe, sans compter les cartes neutres évidemment. Bon, on a bien vu par la suite assez vite que le deck building des investigateurs de Dunwich était très très puissant. Est-ce que ça justifiait vraiment cette limitation, un petit boost au niveau des points de vie ou de la santé mentale? Avec un pool de cartes complet, honnêtement non. Avec une connexion limitée, pourquoi pas. Mais bref, on va pas rentrer trop dans le détail. Ce qui caractérise Jenny, c'est que c'est le premier perso du jeu qui peut être joué en tant que riche, de par sa capacité évidemment de ressources par tour. C'est quand même 2 fois plus que tous les autres investigateurs, ce qui n'est pas rien, loin de là. Et d'ailleurs, dès la collection limitée, on voit apparaître un archétype souvent on va dire souvent favorisé chez les truands, c'est le Pay to Boost, ou antérieurement connu sous le nom de Pay to Win, l'appellation ayant un peu évolué au gré en fait de la collection pour venir se préciser. On entend par Pay to Boost un ensemble de cartes, ou en tout cas un archétype qui joue sur des cartes qui lui permet, moyennant ressources, de booster ses tests de compétences, contrairement aujourd'hui au Pay to Win, où en fait, moyennant ressources, l'investigateur va jouer des cartes sans test, de façon à pouvoir infliger des dégâts, récolter des indices, échapper à un ennemi, etc. Donc voilà, distinguons bien le Pay to Boost, il s'agit de se booster au travers d'effets de cartes, grâce à des ressources, et le Pay to Win, qui n'est autre que le fait de jouer des cartes sans test, pour réussir à avoir un effet sur le jeu. Et enfin, évidemment, voilà, ce qui caractérise Jenny, c'est bien ces 5 cartes hors classe truand et neutre, qui, ma foi, est assez intéressant, très limitant, certes, mais qui pose une réelle réflexion tactique, voire peut-être dans certains cas stratégique, sur la campagne qu'on veut faire en fonction de ces 5 slots. Mais bon, on va attaquer dans le vif du sujet avec le deck, évidemment, comme je vous l'ai dit, on a là la boîte de base revisitée, la campagne de Dunwich, revisité ou pas d'ailleurs, et les 5 starter decks pour faire notre deck. Donc ce deck, vous l'avez là à l'écran, on va le commenter assez rapidement. D'abord, qu'est-ce qui fait l'identité de ce deck? Qu'est-ce qui fait l'âme de ce deck? Eh bien évidemment, c'est Loup Solitaire. Loup Solitaire qui est un peu cette carte signature cachée de Jenny. Il y a souvent dans les cycles des cartes signatures dites cachées. On pense par exemple à William Lurick avec l'appel et la lanterne. Là pour Jenny, honnêtement, de mon point de vue, le Loup Solitaire, c'est vraiment sa carte signature cachée. Pourquoi? Certes, Loup Solitaire va avec tous les investigateurs de façon globale quand on joue solo, mais de façon
plus précise. C'est vrai que la dilettante qui la joue tout seul, qui est solitaire, et en plus qui vient en fait avoir une redondance avec sa capacité en tant que telle, c'est vrai que je pense que c'est la carte qui lui correspond le plus. Le loup solitaire lui permet d'avoir des ressources, et donc du coup, le loup solitaire flanqué d'entrée par effraction et d'une planque, enfin de 2 planques en l'occurrence, ça nous permet de venir jouer un maximum sur cette fameuse carte qu'on a eue avec le pack de Winifred Abamok, débrouillard de niveau 0, qui nous permet de dépenser 2 ressources en rapide pour gagner tantôt plus 2 en intelligence, tantôt plus 2 en agilité, selon le test qu'on est en train d'effectuer. Carte très très forte, encore une fois, sur ce deck niveau 0, c'est 4 cartes, loup solitaire, entrée par effraction, planque et débrouillard, ça constitue vraiment l'âme du deck, c'est-à-dire enquêter et échapper aux ennemis. Voilà, on est en solo, il va y avoir des mobs, c'est sûr, pour autant, il faut faire un choix, et à l'instar de ce que j'ai fait avec Skitz, avec Jenny, j'essaie de jouer en matière de tempo. Malheureusement, je n'ai pas d'action supplémentaire inhérente à une capacité pour Jenny, contrairement à Skitz, mais je vais jouer sur le fait d'avoir justement beaucoup de ressources au travers de sa capa et des cartes que j'ai citées pour venir vraiment faire, enfin, engager, déclencher, jouer sur cet archétype qui est le pay to boost au travers de débrouillard pour réussir la campagne. En matière d'enquête, parce que Dunwich, c'est vraiment une campagne qui, à mon sens, joue énormément sur l'enquête. On a des scénarios qui nous mettent la pression sur l'enquête. On pense par exemple à l'Express du Comté des Sexes, où tant qu'on n'a pas réussi à vider un wagon, on ne pourra pas passer au prochain. On pense au musée Miskatonic avec l'aurore chasseresse. Il faut avoir enquêté dans un certain nombre de salles du musée pour pouvoir réussir à trouver la salle à accès restreint. On pense au scénario à Dunwich, l'hôtel du sang sur l'hôtel, lorsqu'il faut enquêter d'une part dans les différents lieux et à la fin on peut se permettre d'enquêter dans la chambre secrète ou de vaincre la monstruosité qui se trouve dans la chambre secrète. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de scénarios où l'enquête, le fait de gagner des indices, est vraiment au centre de la mécanique de la campagne. Peut-être plus que dans d'autres, où certes, trouver des indices, enquêter, reste évidemment le cœur du jeu, mais est peut-être moins pressant, moins stressant et moins central par rapport à cette campagne qui joue vraiment là-dessus à 100% aussi de par des mécaniques beaucoup plus simples que dans les autres campagnes. Donc pour ça, évidemment, on a la fameuse lampe torche, l'indéboulonnable, l'indémodable lampe torche, c'est vraiment mon outil pour enquêter à privilégier. Évidemment, on vient renforcer ça avec un outil de crochetage du pack Winifred Abamok, pardon. Et parmi les 5 cartes hors classe, j'ai choisi suivre son intuition, et là-dessus je rejoins complètement Kansas, qui avait proposé un deck suite à mon petit message sur l'onglet communauté de la chaîne, où j'avais demandé aux uns et aux autres de me proposer des decks pour qu'on puisse en discuter, soit sur Discord, soit sur YouTube. Pas beaucoup de monde a répondu, néanmoins il y a eu quelques propositions de decks sur Discord notamment, et je suis complètement d'accord avec Kansas quand il met 2 exemplaires de suivre son intuition dans ce deck, puisque, comme je l'ai dit auparavant, enquêter, trouver des indices dans Dunwich, ça fait vraiment beaucoup, ça fait vraiment l'essentiel de la campagne sur des scénarios assez clés, en tout cas importants, qui vont nous éviter certainement des traumatismes mentaux ou physiques. On pense notamment, encore une fois, à l'Express du Comté des Sexes. Ensuite, du coup, sur plus la gestion des ennemis, sans revenir sur des brouillards qui va me permettre d'esquiver, sur la gestion des ennemis en mode tuer des ennemis, là pour le coup j'ai un peu différé par rapport aux decks que j'ai vus, puisque les decks que j'ai vus m'ont beaucoup proposé le cran d'arrêt, notamment le cran d'arrêt à XP, et c'est vrai que j'ai opté moi personnellement pour la hache d'incendie. La hache d'incendie me prend un slot hors classe, puisque je la prends en un seul exemplaire. Vous l'avez vu derrière, j'ai pris évidemment 2 sorts de protection, ça c'est du classique. Il y a des cartes traîtrises qui sont très embêtantes sur Dunwich comme dans toutes les campagnes, le sort de protection est vraiment essentiel à mon sens pour avoir un peu de cancel pour les pires traîtrises que l'on pourrait piocher. Mais on revient à la hache d'incendie et à la gestion des ennemis. Souvent on m'a proposé des decks avec le cran d'arrêt, XP le plus souvent, et coup dur. Coup dur pour pouvoir booster la force parce que débrouillard ne la booste pas.
Perso, j'ai préféré regrouper entre guillemets 4 cartes en une, c'est-à-dire les 2 crans d'arrêt et les 2 débrouillards, les 2 coups durs, avec la hache d'incendie, tout simplement parce que une ressource pour 2 boosts, 2 points supplémentaires en force, en fait ça revient plus ou moins à un débrouillard, en tout cas de niveau 0, sachant qu'on paye une ressource en moins, donc c'est quand même bien. Et quand on n'a plus de ressources, on fait plus un dégât, donc avec Jenny, souvent, quand on va commencer notre tour, si jamais on a un ennemi, les 3 ressources qu'on aura, les 2 de la phase d'entretien et celle du lot solitaire, on va dépenser les 3 pour avoir un plus 6 en force, et du coup avoir le plus 1 dégât, ce qui fait que Jenny, sauf malus, avec un engouement par exemple, va pouvoir taper à 9 en force avec la hache d'incendie et faire 2 dégâts. Alors oui, ça ne se fera qu'une fois. Après, rien n'empêche, si jamais j'ai accumulé assez de ressources, de faire une première attaque en me boostant à peut-être plus 4, réussir, et après faire une deuxième attaque en étant reboosté à plus 4, le tout du coup pour uniquement 4 ressources, ça se fait quand même très très bien, il n'y a pas trop de soucis pour avoir 4 ressources avec Jenny, surtout avec le solitaire, et du coup faire 3 dégâts en 2 actions. Franchement, ça reste largement faisable, sachant qu'en plus, on est encore au début du jeu, des ennemis avec des points de vie impairs, 3 ou 5, ça existe, mais on n'est pas du tout dans une campagne comme Innsmouth où c'est presque la majorité des ennemis qui ont des points de vie impairs. Ou même dans les confins de la Terre, il y en a quand même beaucoup. Donc, je me dis qu'avec la hache d'incendie, ça va passer. Évidemment, je ne pouvais pas avoir qu'une seule arme dans le deck, donc j'ai décidé d'accompagner ça avec un Mauser 96. Bon, j'ai longuement hésité avec le petit couteau. Le petit couteau, donc le couteau tout simple, en fait, la carte note qui coûte 1, que j'avais pris avec Skits et qui m'avait largement servi. Honnêtement, voilà, là j'ai pris le Mauser parce que j'avais pris le couteau la dernière fois. Avec Jenny, bon, les deux s'entendent. Le couteau était moins cher, donc du coup ça nous permettait de plus me booster avec des brouillards ou peut-être plus avec la hache d'incendie. Mais bon, encore une fois, la capacité de génération de ressources de Jenny, même avec le deck niveau 0, payer une arme à feu 4, ça va pas la gêner très très longtemps. Je ne cherche nullement l'effet avec une réussite, une différence de 2. Franchement, ça sert à rien. C'est plus pour avoir le plus 1 de force et le plus 1 de dégâts en cas de réussite de l'attaque. J'ai pas pris le Deringer 31 parce que j'estimais qu'avec Jenny, j'allais pas encore une fois avoir cette différence de 2 ou plus. Évidemment, pas le cran d'arrêt de niveau 0 parce que je pense que je n'aurais jamais réussi à avoir l'effet qui va bien. Évidemment, voilà, les 45 jumeaux de Jenny. Honnêtement, est-ce que à un moment je vais les jouer en tant que tel? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait franchement. Il y a très peu de raisons de commencer à mettre ces 2 slots de main en jeu comme ça. Sachant que j'ai pas accès à la bandoulière. Puisqu'elle est sortie dans Carcosa si je ne m'abuse. Donc, ou non, dans Dunwich. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, quand bien même la bandoulière aurait et peut-être dans le pool de cartes, je ne m'en souviens plus, je ne l'aurais pas choisi. Clairement, c'est trucoïde, c'est détourné, il faut pas. Mieux vaut rester sur la hache d'incendie ou sur d'autres armes si on préfère, évidemment. Mais les jumeaux de Jenny, honnêtement, c'est une carte signature qui est vraiment pas terrible, en tout cas quand on joue en solo. En multi, bon, pourquoi pas, mais en solo, non. Après, voilà, la carte en tant que telle est très bien, hein, plus 2 en force, avec X munitions, le nombre de ressources, ça lui va très bien. Mais en solo, c'est vraiment pas optimal. Peut-être que dans certains cas, oui, mais ce sera vraiment exceptionnel, je pense. Peut-être si jamais je m'occupais de la monstruosité, oui, dans la chambre secrète, ou de l'expérience dans l'université, peut-être, mais au-delà de ça, franchement, ça m'étonnerait. On continue sur encore quelques petits trucs sur ce deck. Les particularités de la campagne. J'ai pris la tenue élégante. Pourquoi la tenue élégante? On n'est pas dans Carcosa. Certes, on n'a pas un scénario qui cumule énormément de tests de discussion, mais en fait, au cours de la campagne, et surtout en début de campagne, on a un certain nombre de discussions qui doivent être réalisées dans cette campagne. On pense notamment à Jazz Mulligan dans Activité extrascolaire, une discussion qui est très importante parce que parfois, quand on n'a pas trop de chance, on passe beaucoup de temps à chercher Jazz Mulligan et donc du coup réussir ce test de discussion le plus vite possible est important en termes de tempo. On pense aussi à Francis Morgan dans La Banque gagne toujours ou Peter Cloverfield. Pareil, on peut penser aussi au soutien d'histoire dans le musée Miskatonic
Donc bon, on a quand même quelques discussions à réussir, ou en tout cas qui peuvent nous faciliter la vie. Donc une tenue élégante, franchement en début de campagne, ça mange pas de pain, ça tanque un peu une fois qu'on a fait la discussion. Franchement, c'est assez intéressant. Et j'ai pris un exemplaire de Je fiche le camp. Et là on va me dire, bah ouais, mais enfin pourquoi, à quoi ça va nous servir? Eh bien Je fiche le camp va me servir pour au moins les 2 premiers scénarios. Sur les autres, peut-être que je l'enlèverai, mais au moins sur les 2 premiers. Dans le cas d'activités extrascolaires, euh, je peux à tout moment, si jamais je me fais déborder, bah, abandonner une fois que j'aurai révélé un certain lieu qui a la capacité abandon, ou la banque gagne toujours. C'est un moyen détourné de réussir à avoir l'XP dans la ruelle, parce que je sais que Dunwich est une campagne qui donne très très peu d'XP. Quand on abandonne dans la ruelle, on est censé déposer nos indices sur le lieu de la ruelle, donc on n'a jamais ce fameux point de victoire. Si jamais on joue Je fiche le camp depuis un lieu qui n'a pas de point de victoire, on laisse notre indice dans ce lieu-là et non plus dans la ruelle. Et donc à partir de là, on gagne ce point d'XP. Surtout qu'on l'a vu en matière de gestion d'ennemis, je suis pas au top. Donc sur la banque gagne toujours, je vais difficilement avoir l'un des deux ou les deux points de victoire issus des mobs. Donc il faut impérativement essayer d'avoir tous les points d'XP des lieux en espérant avoir 4 lieux à point de victoire. C'est pas toujours le cas. Voilà. Au niveau de la courbe, on voit rapidement que le deck est vraiment pas cher. On a quand même 14 cartes qui coûtent entre 0 et 1. On a juste 2 Léo Deluca, voilà, ça c'est du classique, on revient pas dessus, ainsi que les compétences. C'est essentiel, surtout avec une petite collection. Pareil, j'ai pas voulu prendre de maîtrise, parce que la hache d'incendie me booste suffisamment. J'ai privilégié le reste. J'ai privilégié le cran, notamment pour les discussions. Et pour les tests aussi de volonté qui sont quand même légion dans Dunwich. Donc voilà, le deck vraiment pas cher pour avoir un maximum de ressources pour des brouillards et pour la hache d'incendie. Au niveau des icônes, on voit une grosse majorité d'icônes d'agilité pour fuir, encore une fois, le tempo. Combattre les ennemis, c'est pas toujours la bonne affaire. Les fuir, c'est pas toujours le cas non plus, puisque parfois ils peuvent s'accumuler, il y a des chasseurs, mais quand on gère bien, quand on connaît un peu les scénarios, le fait de fuir les ennemis, ça nous donne pas de points d'XP, ça c'est certain, mais ça nous permet parfois d'aller un poil plus vite. Et en tout cas, de façon un peu plus pédagogique ou andragogique, si on devait parler comme ça va me permettre aussi de vous montrer comment est-ce qu'on gère un certain nombre d'ennemis sur une carte au travers de l'esquive, parce que c'est quand même la capacité principale des truands. Et c'est vrai que au début, quand on commence le jeu, on emploie le bon vieil adage que Shep adore, un bon ennemi est un ennemi mort. Bref, on continue, beaucoup d'icônes d'intelligence aussi, ce qui est normal, l'intelligence va nous permettre d'enquêter, et du coup de gagner des indices. Quelques icônes libres, peu de volonté et quasiment pas de force, parce que je suis dépendant clairement de ma hache d'incendie, il faut le dire. Voilà. On peut dire du coup, s'il y a une petite faiblesse dans le deck, à ce moment-là, au début, c'est peut-être la pioche, il n'y en a pas des masses. Donc si j'ai pas ma hache d'incendie, je vais être contraint de devoir esquiver quasiment tous mes ennemis. Bon, on verra bien comment ça se goupille. Mais voilà, on le sait, ça se voit, le petit point faible du deck pour l'instant c'est la pioche. Et d'ailleurs, on va quand même parler rapidement de ces cartes un peu auxquelles on aurait pu s'attendre à voir dans ce deck niveau 0. On pense évidemment à Chanceux, cette carte survivant qui est juste un must, qui est un incontournable, qui est encore une des cartes les plus fortes du jeu alors qu'elle est sortie avec le corset. Voilà, c'est Chanceux, sort de protection, suivre son intuition. Ce sont des cartes qui, depuis le corset, n'ont pas pris une ride, qui sont toujours aussi puissantes et qu'on peut toujours intégrer dans les decks. Pourquoi j'ai pas pris le chanceux? 2 slots pour suivre son intuition, parce qu'encore une fois, cette enquête, elle est super importante. Il faut aller vite sur certains scénarios et encore plus en renouveau. Sort de protection pour éviter les plus grosses crasses, on pense notamment à Par-delà le voile qui nous fait 10 dégâts quand notre deck arrive à court de cartes, et on sait à quel point cette campagne nous fait défausser des cartes de notre deck. Donc bon, à partir de là, il fallait choisir. Je préfère avoir ma hache d'incendie plutôt qu'un chanceux. Après, peut-être qu'au cours de la campagne, je viendrai changer tout ça et récupérer des chanceux. À voir, ça va dépendre de comment ça se joue au fur et à mesure des scénarios.
On pouvait évidemment s'attendre à ce que je prenne l'étui à cigarette porte-bonheur. Ah, excusez-moi, je l'ai mise en anglais. Bon, c'est pas grave. Normalement, vous connaissez la carte. Je ne l'ai pas pris au début parce que je ne pense pas, au cours des premiers scénarios, que j'arriverai à faire des tests avec une différence de 2 ou plus, ou en tout cas, ce sera très rare. Donc, pour l'instant, elles ont été mises de côté, enfin, ils ont été mis de côté, ces étuis à cigarette porte-bonheur, ainsi d'ailleurs que le vol à la tire, parce que oui, je vais me baser beaucoup sur l'esquive des ennemis. Effectivement, à cet égard, on aurait pu dire autant prendre vol à la tire et pas l'étui à cigarette, de façon à mettre peut-être l'étui à cigarette plus tard. Pourquoi pas vol à la tire alors que ça aurait pu me donner une bonne capacité de pioche? C'était compliqué, j'ai longuement hésité à enlever des compétences pour vol à la tire, notamment je me suis dit que j'allais peut-être faire l'impasse complète sur la volonté, et ce sera peut-être le cas plus tard, mais en tout cas, vous verrez dans mes choix de début de campagne, avoir ces compétences c'est quand même intéressant, c'est quand même important. Je ne dis pas que je n'inclurai pas vol à la tire plus tard dans le deck, mais c'est vrai qu'au début j'ai privilégié quand même les compétences et j'étais obligé d'avoir mes 2 débrouillards, donc peut-être que plus tard vol à la tire rentrera en jeu. Au niveau des améliorations, encore une fois je vais découper ça en 2 sous-parties, les améliorations essentielles et les améliorations non pas de luxe mais qui arriveront dans un deuxième temps. Évidemment dans les améliorations premières, nécessaires, presque essentielles tout simplement, il y a en fait les 3 cartes qui sont arrivées avec le cycle de Dunwich qui viennent clairement remonter le niveau des truands. Clairement avec la boîte de base, Skits était en reste par rapport aux autres investigateurs. Le pool de cartes truands, comme on a pu le voir avec l'instinct de survie de Skits, rapidement en ébauche, s'accordait mal, allait mal manquer de cohérence à l'égard de Skits. Et là, on commence à avoir des choses intéressantes pour les truands et surtout des cartes qui sont certaines cartes qui sont très cohérentes avec Jenny. Évidemment, la carte qui a complètement renversé la table, qui a été une petite révolution chez les truands, c'est ce permanent débrouillard de niveau 3 qui nous permet, en dépensant 2 ressources de façon gratuite, de gagner tantôt 3 d'intelligence, tantôt 3 d'agilité. C'est juste énorme, énorme à tel point que ça a été une carte qui a été inclue dans la liste des tabous. Parmi ces permanents de Dunwich qui sont arrivés tous avec le pack du sang sur l'autel, Débrouillard est certainement le deuxième meilleur après études supérieures. Études supérieures ? Oui, je crois que c'est ça, études supérieures, celui des chercheurs qui, malgré sa condition d'avoir une main importante à 5, était juste beaucoup trop fort. Débrouillard, voilà, tantôt on peut le classer premier, tantôt deuxième. Moi j'ai plutôt tendance à le classer en tant que numéro 2, mais le fait qu'il soit tabou était complètement justifié, parce que dépenser 2 ressources pour un boost de plus 3, c'est juste énormissime, surtout sur ces deux compétences, l'intelligence qui est peut-être la compétence phare pour avancer dans le jeu, et l'agilité qui en solo est vraiment très très importante quand on veut faire les choses rapidement. Avec Débrouillard, évidemment, on pense à Adaptable, un autre permanent qui est arrivé avec Dunwich. Adaptable qui, peut-être comme ça, ne semble pas être une carte maîtresse chez les truands, et pourtant, elle l'a tellement apporté aux truands, et notamment lorsqu'on veut jouer en solo. Je sais qu'il y a certaines personnes qui regrettent un peu de ne pas avoir un adaptable neutre pour pouvoir changer n'importe quelle carte de niveau 0. Honnêtement, avec une collection limitée, les truands à cette époque partaient de tellement loin que cette carte adaptable a vraiment permis de les remettre dans la course par rapport aux autres classes. En tout cas, c'est mon ressenti, encore une fois, quand à l'époque j'avais mon corset et Dunwich et la fin de Dunwich, oui, Jenny elle faisait plus le taf que Skits, mais on sentait qu'elle était quand même pour moi en retrait encore par rapport à un Ashcan Pete ou même par rapport à un Rex Murphy. Avec Adaptable, c'est vrai que cette capacité à pouvoir échanger 2 cartes ou 4, si jamais on a 2 copies d'Adaptable dans son deck sans payer d'XP, ça permet vraiment aux truands de venir gagner
du coup cette capacité d'adaptation de scénario en scénario pour venir ajuster le deck à des difficultés particulières, à des actions particulières. Encore une fois, on peut penser à la tenue élégante, avoir adaptable pour l'inclure pour certains scénarios. Effectivement, certains disent voilà, que ce genre de truc c'est juste fort pour un scénario, mais justement c'est ce qui fait tout l'intérêt d'adaptable avec ces truands qui vont tantôt pouvoir prendre je fiche le camp pour favoriser un scénario, tantôt avoir la tenue élégante, et ça ira évidemment très très bien a posteriori avec le bol pour Caron ou Charon selon comment vous décidez de le prononcer. Mais voilà, adaptable, moi je trouve que c'est une carte qui est pleinement adaptée, pleinement justifiée pour les truands, surtout à l'époque. Aujourd'hui, avec tous les combos, tous les trucs trucoïdes, tous les exceptionnels, c'est vrai que c'est un peu moins justifié qu'ils aient cet avantage sur les autres classes, mais à l'époque, c'était juste nécessaire pour redorer un peu le blason des truands qui était vraiment en deçà des autres classes, à mon avis. On continue avec la dernière amélioration essentielle, et évidemment, c'est la troisième petite révolution pour les truands, c'est les outils de crochetage, un XP, qui viennent ici avec le corset revisité, dans le corset revisité, puisque sinon ils apparaissaient avec Carcosa, mais avec ce corset revisité on y a accès, et évidemment c'est ce qui permet enfin aux truands de pouvoir enquêter convenablement. Skitz les a utilisés, il était impensable que Jenny ne puisse pas avoir elle aussi ses outils de crochetage, quand bien même elle n'a que du coup 6, 3 plus 3, 3 d'intelligence plus 3 d'agilité pour ses tests d'outils de crochetage, ce qui veut dire qu'elle va avoir plutôt tendance à dépenser ses provisions, contrairement à Skitz qui était à 7, c'était déjà un peu mieux. Après on verra si elle obtient des boosts passifs au travers des différents alliés de la campagne, ou d'alliés que j'ai à voir ou autre chose. Voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant, et évidemment avec des brouillards, ça va très très bien, avec moyennant les deux ressources, 1 plus 3 en intelligence, tout de suite Jenny elle a 9, c'est plus la même, et les outils de crochetage sont beaucoup plus viables sur le long terme. On continue avec quelques améliorations futures, secondaires, ultérieures. J'ai pas d'ordre particulier, il y a des questionnements aussi qui ça va dépendre de comment se déroulent les premiers scénarios. On peut penser évidemment à charisme pour jouer l'ensemble des soutiens d'histoire, Morgan, Rice, Armitage, Zébulon, et le dernier Earl. Donc bon, si on doit jouer charisme sur une campagne, je pense que c'est sur Dunwich, parce qu'on a beaucoup de soutiens d'histoire alliés. Évidemment, au-delà de ces soutiens d'histoire alliés, on a le tandem Léo De Luca monte en l'air, tandem que je n'ai pas utilisé avec Skitz, mais avec Jenny, pourquoi pas, puisque j'ai pas cette capacité à avoir d'actions supplémentaires contrairement avec Skitz. Avoir Léo De Luca pour avoir 4 actions, et le monte en l'air pour avoir un mouvement en plus, et donc du coup de la compression d'action, c'est quand même assez intéressant. La question se posera, et le monte en l'air sera peut-être ô combien utile sur le dernier scénario de la campagne, où bouger d'un lieu à l'autre est quand même très intéressant. Autre amélioration possible et très intéressante, selon comment évolue la campagne et si j'arrive à faire du méga test, évidemment l'étui à cigarette porte-bonheur de niveau 3 du pack de Winifred Abamok. Il est certain que si je commence à voir que je fais un peu du méga test comme il faut, cet étui à cigarette il devra rentrer dans le deck, peut-être même sans passer par la version 0xp que je pourrais peut-être inclure avec adaptable, mais la version 3xp si je vois que ça marche pour du méga test, même si c'est pas à chaque fois, pour tutorer des cartes, ça viendra largement compenser mon manque de pioche, et ça m'évitera peut-être même de devoir inclure ou de jouer à long terme vol à la tire. Voilà, la présentation du deck de Jenny touche à sa fin. Évidemment, n'hésitez pas à commenter, à critiquer, à proposer des decks différents ou des combinaisons différentes avec ce pool de cartes assez restreint. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines de mes propositions ou vous estimez qu'il y avait mieux à faire, évidemment mettez-le, écrivez-le, ça servira toujours aux débutants ou aux joueurs un peu moins confirmés, puisque cette série de vidéos s'adresse surtout à eux, de façon à évoluer dans le temps avec le pool de cartes et en fonction des règles qui se sont instaurées au fur et à mesure. N'hésitez pas évidemment à liker, à commenter, à partager.
N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux. Il y a le groupe sur Facebook, il y a le Discord, il y a le forum actif. Vous trouverez sur chacun de ces réseaux beaucoup de personnes qui seront prêtes à répondre à vos questions et à vous aider au cours de vos parties. Je vous souhaite du coup de bonnes parties et je vous dis à bientôt pour le début des aventures de Jenny Barnes sur le renouveau de l'héritage de Dunwich. Au revoir.